On va parler de Paul Hughes, les gars. Irlandais, petit trash talking des familles, qui va affronter Monsieur Ousmane Nurmagomedov pour la ceinture à seulement son deuxième combat au PFL. Le monsieur, grosse signature du PFL juste après un run assez impressionnant au Cage Warriors. Et là, ce monsieur va peut-être choquer la planète d'ici quelques semaines. Il peut être le futur du MMA irlandais, c'est simple. Le Ousmane Nurmagomedov contre Paul Hughes, le PFL, ils font toute leur com autour de Daghestan contre Irlande, volume 2. Sur le papier, et normalement on devrait avoir Conor McGregor et Khabib de chaque côté, peut-être même dans chaque coin. Bref, sur le papier ça s'annonce. Paul Hughes a dit qu'en fait finalement en gros je rigolais pour Conor McGregor. Enfin il était en mode bon en fait ça va peut-être pas se faire. Ça va peut-être pas se faire, mais je voulais pas mettre Paul comme ça dans l'embarras, mais peut-être qu'il ne sait pas tout. Allez, c'est parti, générique. Soit. Dubaï, Ousmane Nurmagomedov, Paul Hughes pour le titre, mais surtout là on voulait vous présenter Paul Hughes parce que Ousmane désormais je pense que vous le connaissez, on en parle pas mal parce que d'ici quelques années ne soyez pas surpris de le voir aller à l'UFC et de prendre la suite d'Islam Makhachev qui lui-même avait pris la suite de Khabib Nurmagomedov, s'étant placé bien ficelé de leur côté, mais il y a peut-être un caillou irlandais nommé Paul Hughes qui pourrait foutre le bordel dans toute cette machine daghestanaise. Ça paraît compliqué sur le papier, mais en tout cas, franchement, c'est très prometteur. Et puis quand même, un Paul Hughes, il faut rappeler qu'il s'était imposé de très peu face à Morgan Charrière il y a quelques années de ça. Ouais, absolument. C'est très bon pour Morgan parce qu'il affronte des gars, il a affronté des gars au Cage Warriors. Vraiment maintenant, on comprend que c'était des très gros clients. Et Paul Hughes, voilà, il est à 13-1. Il a été champion featherweight du Cage Warriors, donc. Et il a battu là dernièrement, c'était la star du PFL / Bellator qui était AJ McKee et qui était lui-même jeune, lui-même ultra prometteur et qui avait, c'était vraiment le gars était né au Bellator, il avait fait toute sa carrière là et donc là il était passé au PFL et donc il a battu la star un petit peu qui était vue comme le Golden Boy de l'organisation. C'est une décision partagée, mais en réalité, le combat, on peut le vous résumer très simplement. C'est AJ McKee qui a spammé les takedowns, mais vraiment spammé, mais en faisant absolument rien à chaque fois avec. Et Paul Hughes qui donc était contraint de défendre absolument tout le temps, mais quand c'était debout, c'est lui qui faisait plus de dégâts. Donc j'ai pas compris pourquoi c'était une décision partagée. Pour moi, c'était très clairement avec les nouveaux critères en plus pour Paul Hughes. Et donc, on a un Paul Hughes qui, là, vraiment, il a prouvé. C'est-à-dire qu'on savait déjà, il est jeune, 27 piges, mais on savait déjà qu'il était extrêmement talentueux. Là, le fait qu'en plus, c'était dans la catégorie lightweight, donc la catégorie d'au-dessus de celle dans laquelle il avait vraiment fait ses armes au Cage Warriors, le fait qu'il prouve face à quelqu'un de vraiment établi et dont on connaît le niveau comme ça, comme AJ McKee, pour moi, ça a été un petit peu une révélation qui m'a fait me dire, bon, ok, là, il va tomber contre un mec en la personne de Ousmane Nurmagomedov qui aurait peut-être le niveau pour être top 10 à l'UFC, donc c'est chaud. Mais à part Ousmane, pour lequel ça peut être tendu, en vrai, c'est vraiment peut-être, à part Ousmane, donc le plus gros talent en lightweight qui a peut-être en sur ce la moment planète en dehors de l'UFC. Faut voir, parce qu'il y a pas mal d'autres organisations dans lesquelles il y a des mecs très très chauds, notamment même au ACA. Arrête de faire ta tête de marmotte. Mais même à l'ACA, il y a des tueurs à gages un peu partout. On peut en trouver au KSW. Mais là, en ayant ce nouveau fait d'armes, Paul Hughes, pour moi, il se place directement dans vraiment les mecs que l'UFC va devoir signer à un moment donné. Donc, ça fait plaisir, en fait. Ça fait plaisir parce que là, pour le PFL, ils ont Dakota Ditcheva, donc sur laquelle on a fait un podcast là récemment, et ils ont Paul Hughes, qui sont vraiment leurs deux stars sur lesquelles il faut qu'ils misent probablement parce que c'est vraiment des combattants qui ont un futur. On va voir effectivement jusqu'où ça va, parce qu'en fait, j'ai peur que s'il perd contre Ousmane Nurmagomedov, ça fasse redescendre un peu la hype. Et ça me ferait vraiment chier parce qu'il ne mérite pas. Mais en tout cas, en attendant, comme tu l'as dit, il y a du trash talk. Il n'hésite pas, il a une grande bouche, il sait que ça fait vendre, et puis il est vraiment un peu irlandais et dans la même veine que Conor, même si c'est moins hardcore. Pour l'instant, peut-être, hein, on va voir.
Il est très bon partout. Il est, on l'a vu contre AJ McKee, même en lutte, il est vraiment extrêmement performant. Faudra juste voir effectivement s'il arrive à résister à la lutte de la team Khabib, c'est quand même un autre problème. Mais ouais, vraiment, voilà, c'est quelqu'un, gardez-le en mémoire, gardez-le en tête parce que il va rester au plus haut niveau dans les années qui viennent. Non, je te rejoins complètement sur le côté Dakota futur du PFL. Et en plus, à la différence de Dakota, il y a ce choc qui arrive contre Ousmane. Je regrette peut-être un peu qu'il arrive aussitôt pour les deux, parce que c'est vrai qu'Ousmane Nurmagomedov, donc, comme Jorgan, et arrive un peu tôt aussi pour lui, parce que c'est vrai, l'un comme l'autre, à partir du moment où ils vont avoir cette victoire, il y aura plus grand chose à faire au PFL, malheureusement. Et le combat arrive assez tôt, mais c'est vrai que là, ça promet. Je regrette aussi, parce que je pense que malheureusement, le combat, il y aura pas... Comment? On sait qu'il y a eu 15 000 ventes en PPO, 10 000 ventes pour Francis Ngannou contre Renan Ferreira. Là, il n'y a pas grand monde, je pense, qui va regarder non plus ce combat-là, alors que c'est vraiment une petite page du futur du MMA qui va s'écrire lors de ce choc-là. Je pense qu'Ousmane va s'imposer, parce que là aussi, hein, jusqu'à maintenant, son premier test et le plus grand, c'était contre AJ McKee. Directement après, t'as Ousmane. Ça fait quand même un peu... Ça fait beaucoup pour un seul homme, aussi grand soit-il, hein, pour Monsieur Paul Hughes. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a du sang, il y a un peu de sang neuf. On n'en parle pas trop, parce que c'est lui qui devait avoir le title shot jusqu'à... Non, je me suis trompé de catégorie, autant pour moi. Attends, il est en lightweight, Aaron Pico. Featherweight, Aaron Pico. Featherweight, je crois, je vérifie. Ouais, je crois aussi qu'il est en featherweight. Et on n'a plus trop de nouvelles non plus, mais c'est vrai que Feather Lightweight, il y a quelques petits noms comme ça qui sont pas mal en ce moment du côté du PFL. Lightweight, et ben il devait, et donc du coup, ça veut dire que Paul Hughes lui est passé devant parce qu'il aurait dû avoir le title shot. Donc en soi, en vrai, un Aaron Pico qui s'est trouvé parce qu'il est sur une série de quoi, 4 victoires consécutives 3 victoires consécutives, 2 en featherweight, 1 en lightweight. Un Aaron Pico qui s'est enfin trouvé, qui était vu à sa signature au Bellator il y a 5 ans de ça quasiment, même plus, comme l'espoir, le plus gros espoir du MMA mondial. Ça y est, il s'est trouvé. T'as ces deux gars-là qui sont présents. On va voir ce qui va se passer pour Patricio Pitbull, parce que peut-être qu'il re-signera, même si bon, j'ai l'impression qu'il est pas trop en odeur de sainteté du côté du PFL, mais t'as une vraie division lightweight qui peut être intéressant, et pour le coup, enfin... souvent avec Rust on parle du format playoff qui est pas idéal, parce que c'est pas idéal quand t'as pas de nom, mais c'est vrai que là peut-être pas un format playoff mais un format tournoi avec tous ces mecs là et tout le monde qui s'entretue, ça pourrait être pas mal. Ouais, carrément, mais le problème c'est qu'effectivement Aaron Pico, je ne sais pas ce qu'il devient. Il a pas de combat de prévu, en tout cas pas sur Tapology, et ils sont quand même généralement à jour très vite. Il a combattu 3 fois en 2 ans. Donc c'est pas énorme quand même. Là, j'ai du mal à croire, non, il va pas pouvoir combattre d'ici 2025, donc c'est ça. Et sur son Instagram, pas trop de nouvelles. Alors le 10 décembre, il explique qu'il reste prêt. Le 11, il dit je suis toujours prêt. Le 13, n'oubliez pas. Le 5 décembre, Aaron Pico. La vie dernièrement. Je voulais juste vous donner une petite update à tous. Ça fait 11 mois que je n'ai pas combattu, mais je vais bien. J'ai profité de mon temps avec mon fils à riding my horses, à monter mes chevaux, à faire de la motocross, et je reste concentré sur mon entraînement. Non, mais je pense que ça se trouve. Parce qu'il y a Don Davis qui avait tweeté là-dessus, et apparemment c'est tous ces problèmes de contrat des mecs qui étaient au Bellator, parce que Aaron Pico n'était pas signé par le PFL mais par le Bellator qui depuis a été racheté par le PFL, et en gros ce qui se passe, c'est que le PFL a renégocié tous ces contrats-là, et donc il avait combattu lors de la soirée Bellator versus PFL, et donc là, aujourd'hui, je pense qu'il doit se mettre d'accord. Donc renégocier, ça veut dire évidemment à la baisse du côté du PFL, et la Don Davis a aussi annoncé qu'il allait avoir minimum 2 combats pour chacun d'entre eux pour l'année prochaine, et surtout il a annoncé leurs différents événements, parce que c'était ça surtout le problème de cette année avec le PFL, c'est qu'ils ont supprimé beaucoup d'événements. Je veux pas trop leur en vouloir, parce que c'était des événements où forcément ils auraient perdu de l'argent, et étant donné la situation du PFL, voilà. Et donc il a annoncé, Don Davis, il y a 16 heures, il a annoncé ça aux PFL fans. À noter dans vos calendriers, 30 événements et plus de 320 combats
pour 2025 avec PFL Global, la saison du PFL Global qui commence en mars, les PFL Champions Series qui commencent en avril, oui c'est un peu le bordel, PFL Europe qui commence en avril, PFL Moyen-Orient qui commence en avril et PFL Africa enfin qui commence au mois de mai prochain. Ben, c'est cool, ils sont ambitieux. Et ça, c'est quand même cool. Parce qu'il vaut mieux ça plutôt que quelqu'un qui n'a absolument pas de projet. Mais god damn, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire, avoir autant de projets d'événements et aussi peu de combattants capables de bouger les foules, c'est waouh. Ça va être chaud. Ouais, mais c'est le bordel. Parce que tu vois, typiquement, là, donc il y a 16h, il annonce sa PFL Champions Series commence au mois d'avril. Road to Dubai PFL Champions Series le 25 janvier. Est-ce que c'est la fin de la saison 2024 ? Est-ce que... Enfin... Tu vois ? Oui. C'est un peu le flou pour moi. Mais en tout cas, c'est bien, oui, non, je suis d'accord. 30 événements, c'est bien. Et c'est vrai que s'ils arrivent à se mettre d'accord avec les mecs du roster Bellator, il y a de quoi faire quelque chose d'intéressant. En tout cas, là, on en est avec un combat qui va être intéressant pour la catégorie. Mais mine de rien, c'est ça. Hein. Avec le PFL qui est juste un peu relou, c'est... Pour une fois, là, ça s'est bien passé avec Paul Hughes. Ils ont de quoi faire des belles choses. Parce que même Chris Cyborg contre Pacheco, c'est... Enfin, en termes de haut niveau... Dans ce que le MMA féminin a apporté, c'est calibre UFC, c'est même au-dessus. Enfin, quand on voit qu'on a eu Peña Pennington cette année à l'UFC pour le titre bantamweight, je suis désolé, les deux les explosent. Ben, Peña Pennington, ouais, il y a moyen. Bah, Pacheco, elle est solide. Après, c'est vrai que c'est du coup là, c'est la catégorie un peu au-dessus, non ? C'est ça, Ouais, c'est en featherweight. Elles sont en featherweight. Ouais, c'est en featherweight. Donc c'est le problème, c'est que elles sont bantamweight, Peña et Pennington, si je ne m'abuse. Ouais. Donc c'est vrai qu'en termes de niveau et de compétences, Chris Cyborg, de toute façon, c'est une des meilleures de la planète. Mais oui, de toute façon, Peña Pennington, ouais. Voilà, et puis, et autre bonne nouvelle pour le PFL, c'est que ESPN MMA a élu en combattante de l'année. Roulement de tambour. Kayla Harrison. Ah. Bon, je trouve ça un peu scandaleux, hein, parce que honnêtement, ces 2 victoires à l'UFC, c'était pas... Oui, c'est 2 victoires, mais tu les mets dans n'importe quelle haute ligue, aussi bien le calibre des combattantes que la manière dont elle s'est imposée. Je crois que c'est 2 décisions. La première un peu compliquée. C'est léger selon moi pour être combattante de l'année. Et du coup, t'aurais mis qui ? Je suis en train de voir Valentina, elle a combattu combien de fois cette année ? Une fois contre... Non, mais c'est le problème aussi, c'est qu'il y a pas grand monde, mais ça fait un peu que tu fous le titre par défaut, quoi. Tu fous le titre par défaut, et tant qu'à faire, tu le files à Dakota, enfin... C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en vrai, 2 victoires comme ça, ce n'est même pas des combats pour le titre. Face à des combattantes où à chaque fois pas combat pour le titre et pas non plus des filles, enfin je veux dire, elle était pas outsider. Enfin, premier combat contre Holly Holm et le deuxième c'était contre une brésilienne je crois qui avait déjà eu un title shot. Donc vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus que Dakota Ditcheva 2024 c'est 4 combats, 4 victoires, 4 finishes, hein, dont 3 au premier round. C'est pour ça. Et elle devient championne PFL. Là, il y a contestation, hein, potentiellement. Mais oui, Anguille sous roche. Surtout qu'elle a battu Taila Santos dans son dernier combat. Donc pour moi, le résumé de cette année de Dakota Ditcheva vaut le résumé, voire même un peu plus, de Kayla Harrison. Je suis d'accord. Hot take, maybe ? Non, pas du tout hot take. Hein. C'est juste que cette année, en vrai, pour le MMA féminin, c'était très 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 léger parce que Weili Zhang, je crois qu'elle a fait un seul combat aussi. Non, là c'était cette année c'était un peu terrible, et puis Kyle Harrison tout simplement, et c'est pour ça que moi je n'aurais pas mis le trophée, parce que quand elle est arrivée à l'UFC on s'attendait, enfin moi je m'attendais un peu à la déferlante de Kyle Harrison, tu vois, elle explose Holly Holm mais ensuite direct title shot. Ça n'a pas été le cas. Contre Holly Holm, elle a été à la décision, puis ça a été un petit peu compliqué par la suite. Donc là on a un peu moins même ce côté de bon, elle a fait le call out de Peña, mais c'était un peu compliqué, et oui, et ensuite l'UFC là qui veut mettre en place Peña contre
contre Kyle Harrison pour à la fin des fins pouvoir faire Harrison contre Amanda Nunes qui reviendrait pour un super fight. Mais là aussi pour moi ça a pris un peu de plomb dans l'aile et ça en a déjà pris depuis la défaite de Kyle Harrison contre Pacheco. Je pense qu'on a fait le tour, monsieur. Je crois qu'on a pris le tour. On a pris le tour, voilà. En tout cas les gars, si vous voulez être bien plus impressionnant que le Superman de James Gunn, mettez-vous au supérieur. Voilà, mettez-vous au supérieur. Oui, voilà. Oh là là. Voilà. Vous prenez votre douche avec ça. Oui, là, ça m'avait vraiment surpris en plus l'odeur, ouais, le parfum. Mais vraiment, tu prends, il n'y a pas de kryptonite, il n'y a que dalle. Hein. Là, Lex Luthor et tout ça, vous les déboîtez au calme. C'est disponible sur le site Onae. Code la sur 10 en plus si vous voulez en profiter avant Noël. C'est parti. Tu veux qu'on parle un peu de la House ou pas? J'allais te proposer. De toute façon, on est en fin de podcast. On fait ce qu'on veut. Les gars, on a été tellement déçus. Enfin, après, non. Je vais dire, je vais être déçu parce que Rust, l'avantage, c'est que ici et là, t'entends, il y a les mecs qui se disent oui, c'est le gars le plus enjoué du duo, machin. Non, il y a plus d'illusion chez lui. Il a été déçu trop de fois. Moi, par contre, chaque fois, je me laisse avoir comme un con et voilà, on me récupère. Il me récupère la petite cuillère. En même temps, ouais, j'y croyais peut-être un peu aussi. J'y croyais. T'étais vraiment. Ouais, t'y croyais. Ouais. J'y croyais parce que j'ai envie d'y croire aussi. Tu vois, c'est un peu comme là, nos 5 dernières années avec Hostis, c'est quand il y a les Indiana Jones, quand il y a les Star Wars, chaque fois je dis bon, alors il me fait non mec, non il y a Kathleen Kennedy, non c'est pas possible. Et ensuite je suis témoin de voilà. Ouais. Et là pour James Gunn vraiment honnêtement j'y croyais et ça le fait pas. Je pense qu'honnêtement ça peut être très très bien et je vois qu'il y a des très bons retours là sur la première série parce que ça a commencé le DCU en termes de série d'animation et je pense que c'est parfait pour le côté série d'animation ou second degré, ou en tout cas tu fais des vannes Suicide Squad, Gardien de la Galaxie, mais quand faut être un peu dans un film un peu le ton sérieux mais vraiment sérieux, ça se complique et là malheureusement pour moi c'est là que ça ne le fait pas. Bah en fait, c'est ce qu'on se disait avant, mais en fait, personnellement, alors je comprends le fait que le Superman Man of Steel de Zack Snyder, ça n'était pas comic book accurate et que c'était pas le Superman des comics. Je peux le comprendre, je peux l'entendre. Moi, j'ai adoré, mais je peux largement l'entendre, effectivement. En fait, pour moi, même si là, c'est un Superman qui est plus proche de celui des comics dans l'esprit et que c'est une bonne chose, en fait, il y a peut-être un truc que je comprends pas, hein, mais pour moi, tu peux très bien avoir un Superman comic book accurate et qui soit stylé, quoi. Enfin, pour moi, les deux, c'est pas antithétique, c'est pas. Et là, je ne le trouve absolument pas stylé. Il est pas stock. Je sais que là, c'est peut-être des détails, hein, mais enfin, c'est quand même Superman, tu vois. Donc, bon, tant qu'à faire, autant que ce soit un buffle comme l'était Henry Cavill. Là, c'est un peu une grande gigue. Il a pas une tête très stylée. Il a pas l'air très charismatique. Les méchants nous ont pas forcément tapé trop dans l'œil et voire même on les trouve un peu dégueulasses. Visuellement, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis plutôt effectivement un peu plus quand c'est sombre. Là, c'est Gardien de la Galaxie, ça pète dans tous les sens, c'est très saturé, machin. Et en termes de ton, quand j'ai vu débarquer Super Clébar, personnellement, j'ai lâché l'affaire tout de suite. Ça m'a saoulé. Non, mais vraiment, ça m'a saoulé. Parce que, en fait, c'est ce que tu disais, et je termine là-dessus, tu vois, mais en fait, oui, c'est un Superman comic book accurate, mais à un moment donné, je veux pas non plus voir du James Gunn où il y a que du truc, que des vannes, que du second degré, que des trucs en mode lolilol, ouais, mais tu t'attendais pas à ça, hein, c'est un chien Superman. Ok, mais quand est-ce qu'on fait un truc stylé et un peu sérieux et où les mecs sont quand même badass, tu vois? Bah c'est ça, mais ça va être toute la difficulté et je suis très curieux de voir comment ils vont réussir parce que pour moi c'est pas forcément le même public et tu disais pas faire comic book accurate, la trilogie de Christopher Nolan, sur le papier je pense que vous demandez à n'importe quel fan des comics, le gars pète un câble, mais en fait quand c'est bien fait et ça fonctionne. Mais c'est que là va falloir, ils vont devoir réussir à jongler sur les deux parce que t'as Batman 2 qui est en préparation où là pour le coup t'as pas de super clé et de trucs comme ça et pourtant ça fonctionne à mort et là va falloir réussir à gérer ça où d'un côté en l'espace de 6 mois tu vas avoir Batman qui sort et avant t'as Superman, forcément t'auras des espèces de rivalités à la con avec les gens qui vont dire bon les chiffres de machin et réussir à faire cohabiter tout ça et puis même quand tu auras le Batman qui va arriver de son univers que ce soit Robert Pattinson ou autre,
bah va falloir réussir à faire cohabiter ça et que ce soit cohérent. Donc c'est pour ça que Comment tu fais pour faire cohabiter le Batman de Matt Reeves là, faire cohabiter cet univers si on étend ça à la série The Penguin, le pingouin, faire cohabiter ça avec tout le monde est fluo et super chien et on s'amuse bien et des couleurs flashy ça va être chaud, hein. Bah s'ils le font, parce que là apparemment il y a des rumeurs comme quoi ça allait être ce gars-là, mais à mon sens ils devraient le faire, parce que sinon t'auras trop de Batman, les gens vont pas comprendre tout simplement, comme quand il y avait 15 000 Jokers. Mais ouais non, ça va être un peu bizarre. Et merde, il y avait un autre truc que je voulais dire là-dessus. Tac, James... Oh putain, ça fait chier. Bon bah voilà. Vas-y, retrouve. Non, j'ai oublié les gars. Ce que je peux dire en attendant, c'est que moi personnellement en fait, je sais que peut-être qu'on est... Parce qu'en fait, on se posait la question là juste avant avec Guillaume, est-ce qu'on est devenu des vieux cons en fait? Est-ce qu'on est devenu juste des vieux rabat-joie qui aiment rien et parce que machin? J'espère pas, je pense que c'est simplement que on est dans cette période-là depuis, je sais pas, peut-être, si on prend à la fourchette 7-8 piges où les trucs woke et les trucs où il faut absolument que tout soit politique, il faut absolument, faut plus qu'il y ait de mecs trop stylés, de machin. Ça a quand même vachement laissé son empreinte sur le divertissement mondial, j'ai l'impression, enfin surtout américain et tout ce qui veut s'en inspirer. Mais je sais que moi je suis fatigué en fait. Je veux juste retrouver des films stylés avec des héros stylés, avec des trucs qui soient comic book accurate ou pas, mais voilà, qu'on retrouve un peu les Batman de Nolan, qu'on retrouve un peu les Blade avec oh non, c'est pas possible ça. Wesley Snipes, qu'on retrouve vraiment cette espèce de vraie vibe de tu sais que tu vas voir un film sur un comics, ce sera peut-être pas le meilleur film du monde, ok, mais ça va être cool, ça va être stylé, tu vas passer un bon moment et voilà quoi. Ouais, je suis mille fois d'accord. Je sais pas. Non, je pense qu'ils y arriveront. C'est juste là, il a ce pari il est obligé de cocher, à mon sens, trop de cases pour que ça fonctionne, parce que leur ambition, je pense que c'est de taper le milliard, donc faut que ce soit un truc un peu sérieux, enfin un truc à la fois un peu sérieux et avec des vannes. Même lui a dit qu'il y aurait moins de vannes que ce qu'il a l'habitude de faire, donc ouais. Ça commence mal. Après, c'est le trailer, on peut rien en déduire. Mais là, tout ce qu'il met, c'est compliqué. Même là, j'ai vu qu'il allait avoir. Et pareil, pour moi, c'est pas du tout. C'est pas pour faire le rabat-joie pareil là-dessus, mais pour moi, tu vois, ils vont faire un film Supergirl. Pour moi, Supergirl, ça ne marche pas pareil en live action. Enfin, ça marche en dessin animé quand t'as ta série et tout, mais avoir un film Supergirl, pareil, avec le truc couleur un peu flashy et tout, la blonde, tout ça, j'ai un peu de mal, tu vois, à être investi quand il y a des trucs comme ça. Ou alors, tu passes vraiment complètement dans le côté divertissement. Ils ont tenté, hein. Il y a eu des séries Batgirl et Supergirl, je crois. Il me semble que les chiffres étaient à la hauteur de ce qu'on en attendait. Mais parce que c'était une merde immonde. Mais quand je dis une merde immonde, Batgirl, donc on s'était envoyé, c'était il y a longtemps, c'était peut-être 2017. C'était je sais plus sur quoi, et en gros, Batgirl, elle démonte tous les mecs et tout. Et t'as le gars qui lui demande qui êtes-vous? Non mais comment ça se fait que vous soyez aussi forte? Et là elle se retourne parce que je suis une femme. Les gars. Est-ce que c'était dans celle-là aussi où il y avait le truc de elle trouve la cave de Bruce Wayne parce que évidemment c'est un peu une Mary Sue et elle trouve tout et elle est trop forte. Et là t'as l'équivalent, j'allais dire Nestor, mais Nestor je crois que c'est Tintin. Merde, comment il s'appelle Alfred, pardon. T'as Alfred qui débarque et qui fait qu'est-ce que vous faites là, machin. Évidemment, elle lui montre que c'est elle la patronne. Et à un moment donné, elle trouve le costume de Batman. Et là, t'as le mec qui fait ouais, c'est le costume de Batman. Il est parfait, hein. Et là, elle répond il sera parfait quand il sera sur une femme. Mais tu avais pas vu ça? Mais non, j'avais pas vu. Ouais. Voilà, c'est QFD, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais honnêtement, tu vois, je pense que ce sera un peu plus quali ce genre de truc. Mais ce qu'il prépare avec James Gunn, mais c'est juste que c'est chiant, c'est parce que ce qu'en tant que fan, on veut voir d'abord. Et c'est vrai que de montrer des choses comme ça, voilà, mais c'est encore plus chiant qu'il nous ait ramené le Batman de Michael Keaton pour que son bilan, c'est quoi? C'est The Flash, donc le film qui a tué le DCU, et Batgirl, le film qui n'est même pas sorti. Vous vous rendez compte un peu la violence du truc? Ils préfèrent se dire, Warner Bros a préféré se dire, on ne sort pas le film
parce que on va perdre tellement d'oseille. Alors que là, bah, on se récupère crédit d'impôt, tout ça, plutôt que de sortir le film. Enfin bref. Donc c'est terrible. Bah, on va voir quand même. Hein, je m'accroche. J'ai espoir à ce que James Gunn arrive à nous faire un truc. Mais c'est plus cette question de ton là où on avait adoré The Batman de Matt Reeves et j'espérais quelque chose dans cette même lignée. Mais bon. Peut-être être agréablement surpris. Ouais. Bah oui, puis comme ça, ce sera pour moi en tout cas le mot de la fin pour pas que ça dure des plombs. Mais après, je sais que quand la première image de ton trailer de Superman, c'est Superman en position fétale qui est obligé d'appeler son super chien parce qu'il arrive même plus à mettre une jambe devant l'autre parce qu'il s'est fait tellement éclater. Ça se trouve, il est tombé contre. Moi, je sais pas, moi, direct, j'étais en mode ah oui, d'accord, pour l'iconisation du personnage, on repassera. Tu vois. Ah ouais, je non, sais pas. Ça pour moi, ça aurait pu passer. Parce qu'en même, tu te dis, ok, on a ce délire de une grosse menace et tout qui arrive. Moi, là où, en fait, direct dans le trailer, je voulais te l'envoyer, c'est parce que tu peux être comme ça, mais là, t'es en mode vraiment digne de Marion Cotillard. Là, il y a un mec dans l'oreille qui dit faut que tu craches un truc. Ah oui. Et c'est là où moi j'ai un peu perdu le truc. Alors qu'en vrai, t'as cette espèce de grosse menace et tout. Et moi je m'attendais à ça en fait. Où le mec se prend une branlée parce qu'il est jeune, il est peut-être un peu insouciant et tout. Et là, il y a un bad guy qui lui a montré qui était le daron. Le mec est dans la merde, faut qu'il récupère un peu, qu'il recouvre ses forces et tout. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est pour ça que l'entrée de Crypto, je me disais, waouh, c'est peut-être The Flash, c'est ce que je disais à Ross. The Flash ou un mec un peu comme ça qui arrive et qui va faire, bon, allez, on va lui niquer sa mère, et puis c'est reparti. Je pensais que ça allait être ça. Et quand j'ai vu le lien, en fait, moi, ça m'a instantanément. Tout l'investissement émotionnel que je pouvais avoir et le fait de me dire, bon, on est dans un truc où t'as quand même un enjeu de sauver la planète, hein. Non, c'est le chien qui lui l'échouille la gueule. Voilà. Bref. Et qu'il traîne par la cape. Et qu'il le traîne. Non mais en fait c'est ça. Mais c'est vrai que ça aussi c'est bizarre parce que t'as raison. Ouais. Je sais pas si ça m'est jamais arrivé de me faire démonter comme ça. T'arrives dans l'Antarctique et j'appelle mon yinche pour me sauver. Mais est-ce que tu te dis tiens ma cape, je sais pas moi, tu t'agrippes au yinche, non? Bah ouais. Faudrait qu'on teste. Ouais, bah oui, faudrait qu'on teste. Oui. Faudrait qu'on teste. Mais en fait, parce qu'en plus le chien il te salope ta cape. Quel enfer après à laver. Non, mais c'est ça. Et puis après, mais t'as raison, si ça avait été fait un peu plus de manière sérieuse, où il est en train de se faire démonter, petite musique de le pont de Khazad-dûm et ces petites voix de Superman en mode je suis trop jeune, je sais pas si je peux le faire. Machin, un truc comme ça, là tu dis oh. Et là tu vois, tu sais, un premier plan des bottes d'un mec, boum, et là tu vois Superman qui lève les yeux mais qui arrive plus à bouger. Là, j'aurais été en mode putain, ok. Mais là, en fait, vu que, bon, il arrive, il s'explose sur la banquise. Il n'arrive plus à se relever, il fait des bruits de pneus, tu sais, qui vient de prendre un coup de couteau. Il crache du sang, il n'arrive plus rien à faire. Il est obligé de siffler un truc. C'est son chien qui arrive, qui le chope par la cape et qui le traîne par la cape jusqu'à on sait pas où. Enfin, ça manque. Je trouve que ça manque un peu de style et de grandeur et de badassitude, quoi. Ouais, oui. Ah voilà où on en est. En tout cas, on vous tiendra au courant pour le prochain trailer. Allez, My Sweet Pea, les gars. Moins 30%, surtout My Sweet Pea avec le code de la sueur minimum. Complément alimentaire, les fringues, vous connaissez, on ne les présente plus. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Code de la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code de la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye. I'm fucking coming for you!